Nous devions vous présenter cette semaine un entretien avec Claude Lelouch. Cependant, en apprenant le décès de M. Yolande Guérard, nous avons décidé de vous présenter plutôt l'entrevue qu'il nous a accordée il y a quelques semaines à Paris. Dans toutes sortes d'événements que j'avoue que j'ai un peu de mal à choisir par où on commence. Alors, si vous voulez, on va commencer par le début. Le commencement, oui. Vous êtes né à Joliette. Oui, dans la petite ville de Joliette. Dans une famille nombreuse? Non, seul dans ma famille à moi. Et mon père étant mort, j'avais 4 ans. Et ma mère s'est remariée, j'avais 10 ans. Et elle a eu, avec mon deuxième père, 3 autres enfants, 3 autres garçons. À quel moment vous avez découvert votre belle voix? Merci pour le mot « belle ». Seulement, j'en ai aucun mérite, puisque je l'avais en naissant. C'est au début, après avoir rencontré ma première épouse, Ghislaine Courteau, dont le père faisait de l'opérette à Joliette, dirigeait des soirées musicales et des concerts à l'occasion. Il m'a dit « Pourquoi tu ne chantes pas ?» etc. Et au collège, le séminaire de Joliette, j'avais chanté déjà. À l'âge de 10 ans, j'avais été engagé pour jouer dans une petite pièce de théâtre à l'Académie Saint-Viateur de Joliette, et le directeur qui m'a engagé m'avait promis 50 cents pour jouer le rôle. Il ne me l'a jamais donné. C'était mon premier cachet que je n'ai jamais reçu. Mais Joliette, c'est une ville très culturelle. C'est une ville où la musique est toujours mise en valeur. Oui, oui. Mais grâce à certains personnages, grâce au séminaire de Joliette, entre autres, où les professeurs, le père Marion qui nous intéressait beaucoup à la musique, le père Corbeil qui était un peintre extraordinaire à la peinture. Enfin, c'est une ville de culture, mais peut-être grâce au séminaire de Joliette. Et aussi grâce à un grand homme qui a été ministre du Travail longtemps, qui a été premier ministre pendant un certain temps et ambassadeur en Grèce, M. Antonio Barrette, qui, lorsqu'il apprenait qu'un talent était de Joliette, s'empressait de l'encourager, de l'aider, de le promouvoir, si on peut dire, et de le présenter, comme il a fait pour moi, à Raoul Jobin, en disant, écoute, il chante, mon ami Guérard, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Ben, une bourse d'études pour qu'il aille étudier à Paris. Alors, Antonio Barrette mettait en valeur les talents qui existaient à Joliette, mais tout ça venait beaucoup du séminaire de Joliette et de la culture que nos professeurs nous donnaient. Est-ce que vous aviez, dès le début, dès vos 20 ans, choisi la carrière de chanteur? Ou non. C'est arrivé un petit peu plus tard? Non, je ne crois pas qu'on choisit une carrière. Je crois que ce sont les événements qui nous amènent vers une carrière. Ah oui? Et d'être présent où il faut au bon moment, d'avoir la culture nécessaire pour présenter ce que nous avons présenté, et aussi une certaine aura, un certain magnétisme qui nous appartient, qui nous vient du cosmique. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut ou faire une carrière ou dans tous les domaines, que ce soit en affaires, que ce soit en gestion, en musique, en chant ou dans les arts. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire « je serai ça ». On peut rêver d'être ça, on peut se visualiser étant ça, mais je ne crois pas qu'on puisse dire « je serai ça ». Rêviez-vous de faire la carrière que vous avez faite? Je rêvais d'être gagnant dans n'importe quoi. Pour moi, je voulais gagner. Et dès ma tendre jeunesse, évidemment, j'écoutais beaucoup de musique, j'écoutais beaucoup de chansons. J'adorais Tino Rossi, je chantais de très belles chansons. J'écoutais tous les samedis après-midi l'opéra du Metropolitan Opera House. Et à ce moment-là, je trouvais ça beau, j'aimais ça. Mais je ne me disais pas, je serai chanteur. Ce n'est qu'après avoir commencé à étudier le chant, après avoir eu comme but de chanter, que je me suis dit, un jour, je serai à l'opéra, un jour, je serai à l'opéra de Paris. Je n'y suis jamais allé, sauf comme spectateur. Mais vous aviez choisi à ce moment-là de chanter. Vous n'avez pas commencé votre carrière, vous n'avez pas commencé dans la vie en chantant. Ah non, 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 du tout. J'étais comptable. J'ai commencé comme comptable, mais j'étudiais le chant en même temps. Oui. J'étudiais la musique. J'étais d'abord musicien. La musicologie m'intéressait énormément. Donc, c'était d'abord musique. Ensuite, chant s'est mêlé à ça, encore une fois, grâce au séminaire de Joliette. Et puis, de plus en plus, j'allais vers un certain répertoire. Et lorsque est arrivé des auditions, des concours de chant, je m'y suis présenté, je n'ai pas gagné.
Et c'était une chance pour moi. Ah oui, pourquoi? Ben, n'ayant pas gagné, j'avais à me fouetter pour faire mieux. C'est parce que je n'étais pas assez bon pour gagner un premier prix. Alors donc, je me suis dit, je vais faire mon possible pour travailler encore plus fort. Et je n'ai jamais gagné. J'ai toujours été deuxième. Mais à ce moment-là, je me disais, c'est parce qu'il faut, à force de volonté et de travail, réussir. Et c'est comme ça qu'à force de travail et de volonté, des nuits entières d'ailleurs, j'ai appris 35 opéras. Mais justement, vous avez chanté à l'opéra, peut-être pas à l'Opéra de Paris, mais quand même, vous avez chanté à l'opéra, et beaucoup. Beaucoup d'opéras, l'Opéra de Lyon, entre autres, ici en France, Oui. et à travers les maisons d'opéra de France, et naturellement à Montréal, mais toujours aux variétés lyriques, par exemple, où d'ailleurs on parle beaucoup des variétés lyriques nouvelles qui ont déjà débuté, et que c'est merveilleux que ça arrive, ça, pour permettre aux chanteurs de chanter. Et Jeannette, c'est ma bagarre présentement ici, c'est ma lutte ici, c'est ma lutte aussi pour le Canada. Alors que lorsqu'on présente des opéras, on doit présenter des opéras avec une partie de grands personnages étrangers, des Placido Domingo, des Pavarotti, oui, et que l'autre distribution doit être des distributions canadiennes lorsqu'on les présente au Canada, que l'autre distribution soit des distributions françaises si on les présente en France. C'est ce qu'on oublie de faire. On va trop vers l'étranger, on oublie trop les nôtres. C'est votre lutte parce que vous savez combien c'est difficile. Oui. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, comme chanteur d'opéra? Est-ce que vous vous êtes senti, à un moment donné, exilé, obligé d'aller travailler à l'étranger, incapable de travailler chez nous? Non, je ne l'ai pas senti, je l'ai constaté, mais, c'est-à-dire, je l'ai constaté, je l'ai senti si je l'ai constaté. Vous l'avez vécu? Mais je l'ai vécu, mais seulement ça ne me dérangeait pas parce que le chant, la musique ou l'opéra, c'est international. Mais j'aurais voulu plus chanter, j'aurais voulu, non pas uniquement moi, j'aurais voulu que nos chanteurs chantent plus souvent chez nous. Mais vous chantez tout le temps. Oui. Je vous écoutais tout à l'heure en arrivant. La première chose que j'ai entendue, c'est votre voix dans les couloirs qui chantait. Je m'en aperçois pas, Jeannette. Je m'en aperçois pas. Soudain, peut-être 10 fois, 20 fois par jour, il y a des thèmes musicaux qui me reviennent dans la tête et je me laisse aller à ces thèmes-là. Je me laisse, comme on dit chez nous, à turluter, Oui. à chanter des thèmes. Et c'est très drôle parce que très souvent, ce sont des thèmes qui se rapportent à des événements qui vont se passer ou qui se passent. Il arrivait des fois, des samedis matins, je chantais des extraits d'Aïda, par exemple. Et je découvrais que l'après-midi, au Métropolitain, on chantait Aïda. Je chante un thème, tout à l'heure, je chantais un extrait de l'hymne national américain. Pourquoi? J'en sais rien. Il se passe sûrement quelque chose dans le monde actuellement où les Américains sont impliqués. C'est des thèmes qui me reviennent dans la tête ou des thèmes d'opéra. Et je les chante automatiquement sans m'en apercevoir. Vous savez, on a souvent l'impression que les chanteurs d'opéra sont des gens qui ne veulent pas toucher à d'autres musiques. Et quand ils touchent à autre chose, on est comme étonné. Moi, je me souviens du temps où vous avez décidé de chanter des chansons populaires. Ah oui? La moitié de la province était scandalisée. Oui, mais si on ne respecte pas un Brel, si on ne respecte pas un Daniel Lavoie dans ses chansons, si on ne respecte pas un Ferland et nommer tous nos auteurs et un Vigneault, si on ne les respecte pas, on ne doit pas les écouter. Pourtant, on les écoute. Oui, bien sûr. Moi, je respectais Brel, je respectais tous nos chanteurs, nos chansonniers, au même niveau qu'on respecte un Mozart, ou qu'on respecte un Bach, qu'on respecte un Verdi. Et on les respectait à ce moment-là. C'est une question de respect pour la musique. Parce que nos auteurs, nos compositeurs, Vigneault écrit des merveilleuses chansons. Vous pourriez mettre en opéra ces airs à Vigneault. Vous pouvez mettre en opéra les airs de la preuve. Si vous avez Starmania, c'est presque un opéra. C'est un opéra rock, bon. Hein? Alors, donc, c'est une question de respect de la musique. Il y a quand même que 8 notes dans la musique. Il faut les respecter. Quel que soit chanteur d'opéra, chanteur d'opérette, chanteur de chansonnette, mais j'ai aussi chanté les chansons de mon ami Plume la Traverse. Et pourquoi pas? Oui. Hein? Pouvez-vous imaginer un monde, une vie sans musique? Jugez de la musique de votre pays et vous jugerez de vos gouvernants, a dit Confucius. Non, c'est impossible. C'est impossible parce que même en parlant, on chante. C'est impossible. Sans musique et sans culture, surtout. Sans culture. La culture est le meilleur véhicule et la charrue de l'économie. Et si un gouvernement ne peut pas installer son économie quelque part, le gouvernement va tomber. Le peuple va être malheureux. Alors à ce moment-là, on est obligé d'avoir de la culture, de la musique, de l'opéra,
de la chanson, de la chansonnette, de l'opérette, enfin, on est obligé de tout avoir ça. C'est un divertissement, d'accord, mais c'est un divertissement à l'intérieur duquel les gens vivent. Fermez donc la télévision pendant un an. Arrêtez les spectacles pendant un an. Arrêtez toute la culture pendant un an. Et demandez-vous ce qui va se passer. Qu'est-ce que les gens vont faire? J'entends d'ici les économistes qui hurlent parce que la culture, ça coûte toujours trop cher. Ah, c'est celle qui coûte le moins cher. C'est celle qui emploie le plus de gens. J'ai lu un rapport de M. Marcel Mast, notre ministre, qui était ministre des Communications et maintenant ministre des Mines et des Ressources, qui avait justement, après une étude, mentionné que ça employait, je crois, c'est 17 000 ou 20 000 personnes, la culture. Alors, vous savez, j'ai déjà cité l'exemple à quelques hauts personnages très importants en leur disant, venez à Paris avec moi, promenez-vous sur la rue avec moi, sur les Champs-Élysées, et on va inviter avec nous Carole Laure ou Diane Dufresne, et vous remarquerez qui représente le Canada à ce moment-là. Si c'est simplement Guérard qui est directeur du Centre culturel canadien, non. Si c'est Monsieur le ministre un tel ou non, non. C'est Carole qu'on va regarder. C'est Diane Dufresne qu'on va regarder. C'est Gilles Vigneault qu'on va regarder. C'est à eux qu'on va demander, ils représentent quoi à ce moment-là? Ils représentent le Canada, n'est-ce pas? Demandez aussi aux économistes, aux plus grands économistes que vous voudrez, qui était le premier économiste, ou même le président ou le premier ministre de la France, lorsque Rodin sculptait, ou que Van Gogh peignait, ou que Manet peignait, ou que Matisse peignait, qui était premier ministre ou président de la France, ou le plus grand économiste du pays à ce moment-là. On se souvient d'eux, pourtant. On se souvient de Manet, de Corot, de Van Gogh et de Rodin. Mais on a oublié M. Poincaré, etc. On ne sait même pas si c'est à cette époque-là. Parce que ce qui dure, au fond, c'est l'art. Quand tout est disparu, quand plus rien n'existe, il reste une chose, la culture. Avez-vous déjà imaginé, dans vos rêves les plus agréables, que vous vous retrouveriez un jour ici, à Paris, représentant culturel du Canada? Non, je n'ai jamais rêvé ça. J'ai toujours espéré, mais je n'ai jamais rêvé. Je ne rêve pas jamais. Je rêve éveillé, c'est-à-dire je visualise. Oui. Hein? J'ai toujours désiré être à Paris pour être au milieu de cette culture qui, à mon point de vue, est le point tournant de la culture mondiale, où il y a le plus, non seulement Paris, la France, où il y a le plus de culture au monde, où la culture est la plus subventionnée au monde. Et pourquoi tant de millions de personnes viennent en France? D'accord, on mange bien, d'accord, il y a des bons parfums, d'accord, il y a des bons vins, mais il y a aussi cette culture que l'on ressent à l'intérieur de soi, qui nous pénètre constamment. Et c'est peut-être ça que j'ai visualisé, que j'ai rêvé, comme vous dites. C'est un moment de votre vie qui est important, mais entre ce moment-ci, où vous vous retrouvez en France, et toute votre carrière à l'opéra et en musique, il y a eu d'autres périodes. D'autres périodes aussi passionnantes, j'ai l'impression. Vous avez fait de la radio, vous avez fait de la télévision, vous vous êtes intéressé aux jeunes qui commençaient dans le métier. Mais je continue encore. Je viens de recevoir un téléphone il y a une demi-heure d'un copain qui, je peux le nommer, c'est Pierre Charbonneau, qui est engagé un peu partout présentement, qui va venir à l'Opéra de Paris très bientôt. Et Pierre Charbonneau était dans les chœurs à Radio-Canada, à l'époque où nous faisions des opéras tous les jeudis soirs. Et j'écoutais Pierre dans les chœurs et je disais à Pierre, comme tu as une belle voix de basse, pourquoi tu ne chantes pas en solo? Et comme j'ai eu une émission après ça dans une autre station, à Télémétropole, on peut le dire, en France. Alors, qui s'appelait Québec s'est chanté, j'ai invité Pierre à chanter. Et Pierre lui-même m'a envoyé un petit mot un jour, me dit, grâce à toi, Yolande, je chante. C'est une voix merveilleuse. Cette aide-là que j'ai apportée à Pierre s'est multipliée par des centaines sans que les gens le sachent. Et surtout, je déplore même que Pierre sait ce que j'ai fait. Je veux que les jeunes chantent. Je veux que les jeunes représentent leur pays. Dans la culture, autant en peinture, c'est la même chose ici. Je m'occupe aussi de peinture, aussi, enfin, de littérature. Je veux qu'ils réussissent, mais je ne veux pas nécessairement qu'ils sachent que c'est moi qui ai fait ce geste-là.
je préfère qu'ils le fassent sans qu'ils disent merci, j'aime pas le mot merci. J'ai éliminé de mon répertoire et de mon dictionnaire 2 mots. Le mot merci, je ne veux pas l'entendre. Je le dis, moi, je ne veux pas l'entendre. Et le mot pardon, qui n'existe pas. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise merci quand vous aidez les gens? Parce que ça me fait tellement plaisir de le faire. Je suis déjà remercié en le faisant. Est-ce que vous avez eu, Yolande, des périodes creuses dans votre vie? Beaucoup, heureusement. C'est ce qui me permettait de penser, de méditer, de projeter, de voir, de se recueillir, de se reprendre, de se recycler. Je ne crois pas en la personne qui va commencer une carrière et qui va monter jusqu'au bout, sans difficulté. Ce serait dommage, parce qu'il faut penser aussi qu'à l'intérieur de soi, il y a un homme aussi, qui a une âme. Et cet homme-là qui a une âme, il faut qu'il sache d'où il vient, qui il est et où il va. Il faut sortir de ce matérialisme, simplement de dire « je chante pour gagner quelques sous ». On ne chante pas pour gagner de l'argent, on chante pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, dans notre cœur, dans notre âme. C'est pour ça qu'on doit agir, et ça, non seulement comme chanteur, mais tout être humain devrait faire ça. C'est comme ça, peut-être qu'il n'y aurait pas de guerre. Vous chantez tout le temps, mais quand même, est-ce que vous vous ennuyez de la carrière? Je n'ai pas le temps d'y penser, Jeannette. Je travaille ici 16 jours par semaine, 16 soirs par semaine aussi, puisqu'il y a constamment des réceptions, des rencontres, c'est du travail aussi, ou quand je suis à la maison, je continue à travailler, parce que travailler n'est pas nécessairement comme un terrassier, travailler avec une pelle, c'est de penser. Alors, donc, je travaille aussi énormément chez moi. Je pense culture et je pense à notre culture canadienne. Je pense au Canada, qui doit prendre sa place ici en France, dans le pays le plus difficile au point de vue culturel, puisque, justement, la culture, elle est ici. Alors donc, je pense constamment, je travaille constamment, je ne prends pas de congé. Quand vous dites que les moments creux, ça permet de savoir d'où on vient, ce qu'on est, où on va, pour vous, ça veut dire quoi? Être un peu cartésien, peut-être. Et penser qu'il y a autre chose que ce que l'on voit. Il y a autre chose en haut. J'ai un ami, moi, qui a dit souvent, je l'ai entendu dire souvent, qu'il y a une main qui nous est tendue en haut. Il s'agit de la prendre. Il faut savoir où elle est, cette main-là, et il faut la prendre quand on en a besoin. C'est à ça que je crois. Et vous l'avez vérifié? Ah oui. Oui, elle est là, cette main-là. Elle est là, cette main-là. Pour moi, c'est le cosmique. C'est tout ce qui est autour de nous. C'est toutes les forces naturelles qui existent à travers le monde, que nous possédons en soi, mais que nous n'allons pas toujours chercher. Il faut aller les chercher, ces forces-là. Ce sont des forces, appelez-les comme vous voudrez, divines, cosmiques ou autre chose. C'est là, ça existe, nous les avons. Mais tâchons d'aller les chercher le plus possible avec notre petit grain de sable que nous sommes. Hein? On n'est pas tout seul dans le monde. Quand on parle aux milliards de galaxies, alors on n'est pas tout seul. Alors donc, allons chercher ce que nous pouvons aller chercher en pensant, et ces moments creux-là, dont vous parliez tout à l'heure, nous permettent très souvent de penser, de réfléchir, de se recycler et de repartir. Pratiquement, votre travail consiste en quoi? À rencontrer beaucoup de gens, à gérer une maison de 5 étages, merveilleuse d'ailleurs, à administrer aussi des budgets pour la culture qui touchent le domaine de la scène ou le domaine d'interprétation, si vous aimez mieux, le domaine des lettres, une bibliothèque de 30 à 40 000 volumes et à 15 000 documents, une documentation fantastique, une vidéothèque de 850 vidéos, un département des affaires académiques et des échanges universitaires pour les étudiants. Évidemment, l'art d'interprétation, nous avons un auditorium, nous avons des concerts, de la musique, du chant, et aussi l'art visuel. Donc, chaque département a son chef de service, et son chef de service doit les réunir, doit réunir ses chefs de service pour les faire fonctionner, pour promouvoir notre culture canadienne. Ça occupe beaucoup, 19 personnes et demie. Vous êtes à la fois un artiste et un administrateur. On a l'habitude de croire que ces deux tâches sont en contradiction. Vous avez l'air de vivre ça très bien. Bien, c'est-à-dire que j'ai commencé comme administrateur, moi. J'étais d'abord comptable. Donc, j'ai fait mes études à l'Université de Chicago, moi, à la Salle Extension University. Et puis, après ça, je suis devenu comptable. J'ai travaillé à la banque, à Joliette. Je suis devenu administrateur.
J'ai été 5 ans sur le conseil d'administration de la Place des Arts. Je suis donc comptable, je suis donc administrateur. Et j'ai administré plusieurs sociétés culturelles aussi avant de venir ici. Il y en avait 35 à travers le Québec. Et c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et en même temps, ben, je menais ma carrière d'artiste lyrique ou de cinéma. Ça me fait un peu penser, vous parlez artiste et comptable ou artiste administrateur. Quand Gilles Carle m'a demandé de jouer le rôle du père de Carole Laure dans Maria Chapdelaine, je lui ai demandé pourquoi moi, je suis un chanteur. Et il dit, parce que tu es habitué de suivre un chef d'orchestre, et le chef d'orchestre, c'est moi. Ben, vous voyez, ça se complète, c'est-à-dire chef d'orchestre, orchestre, musique, comptabilité, administration, tout ça se tient ensemble. Alors que si je ne m'étais jamais intéressé à la comptabilité ou à l'administration, j'aurais pas pu être ici. J'aurais continué à chanter, à animer, mais avouez, j'allais arriver à 60 ans, hein, ou presque, ou un peu plus, faites le calcul que vous voudrez, c'est qu'il faut quand même cesser de chanter des chansons d'amour. On les pense. Vous trouvez? Oui, ben je les chante à mon épouse. Oui, non, mais... non, il ne faut jamais cesser de chanter des chansons d'amour. Oui, non, mais je parle pour le public, pour la télévision, là. Vous savez, hein, à un moment, il faut se recycler. À un moment, il faut retomber un peu sur ses... Il faut oublier, non pas le domaine artistique, mais il faut s'oublier soi-même pour pouvoir apporter aux autres ce qu'on peut, l'expérience qu'on a obtenue, qu'on a acquise. Vous vivez une jolie histoire d'amour. Ah oui. Ah oui. Oui. Oui, et je crois que c'est... Je dois remercier, encore une fois, le cosmique. Je vis une très belle histoire d'amour. Avec une famille extraordinaire, avec une épouse extraordinaire, vraiment extraordinaire. Quand vous pensez que ça fait quand même 12 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, et que jamais il y a eu un nuage, jamais un ou l'autre n'a élevé la voix, jamais. C'est un privilège exceptionnel. À qui ça appartient probablement à elle. Est-ce qu'il y a un secret à ça? Oui, une entente. Une entente, un même niveau de longueur d'onde. C'est-à-dire que, à mon point de vue, le danger d'un couple, c'est de changer de longueur d'onde. C'est-à-dire que l'homme s'intéresse à un domaine, la femme s'intéresse à un autre, bravo, et tout à coup, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ils n'arrivent plus à s'entendre. Il y en a un qui écoute, je ne sais pas moi, un poste de radio, écoute CKMF, puis l'autre va écouter, je ne sais pas, mais c'est cassé. Hein? Alors, c'est pas la même chose qu'ils vont entendre à ce moment-là. Hein? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en 87, vous passionne le plus dans la vie? La psychologie des gens, l'attitude des gens, la morphologie des gens, la personne elle-même. C'est ce qui me fascine le plus. Moi, je m'assois des fois, le midi, on peut manger pendant 1 heure, 2 heures, une terrasse de café. Mais je ne ferais pas ça, moi je mange une demi-heure, 3/4 d'heure parce que j'ai trop de travail ici. Mais très souvent, je m'assois à une terrasse de café, je regarde, j'observe les gens. Et je pense que c'est ce qui me passionne le plus. Et ce qui m'a donné une pensée extraordinaire au point de vue métier, c'est qu'un jour, après avoir fait pendant 1 an un rôle qui s'appelait Donna Beaupré dans Les Moineaux et les Pinsons, qui était numéro 1, je m'excuse, numéro 1, pas le rôle, mais enfin Les Moineaux et les Pinsons, d'avoir fait le rôle de Donna Beaupré et que, me promenant à la place Ville-Marie, en dessous, de loin, je vois venir une dame. Son âge, 45, 50, 60, j'en sais rien. Écrasée, par quoi, j'en sais rien non plus. Maladie peut-être des enfants, divorce, malheur, enfin, qui semblait très écrasée, seule, triste. Et au moment où elle a passé, elle a levé le regard et en m'apercevant, elle a souri et elle a dit « Monsieur Beaupré ». Et elle a continué. Et là, je venais de comprendre quel était notre métier. Pendant 10 secondes, il y a une femme qui était malheureuse devant moi, qui a dit, pas parce que c'était moi, mais quand elle a pensé au rôle de Donna Beaupré, qui la faisait sourire. Et après ça, elle est redevenue ce qu'elle était. Et là, j'ai compris quel était le rôle d'un humain, quel était le rôle d'un comédien, d'un chanteur ou d'un artiste, ou de tout humain, c'est d'apporter ne serait-ce que 10 secondes de bonheur à quelqu'un. Je
Je veux ton Plus actuellement. Continuer à aimer. À aimer. À aimer.